Une femme est sur le point d'être exécutée sur la chaise électrique pour un crime qu'elle n'a pas commis. Un juge l'a condamnée injustement. Cependant, juste avant son exécution, quelque chose de choquant se produit. La prison était un lieu d'ombre et de silence pesant. Dans le couloir de la mort, où le temps semblait s'écouler, Aurora Campos restait assise dans sa cellule, observant la petite bande de lumière qui entrait par la fente de la porte. Le béton froid autour de lui respirait l'humidité et l'air transportait l'odeur métallique de rouille des vieilles balustrades. Les gardes passaient en silence, évitant de regarder directement la femme de 85 ans qui attendait son sort avec une sérénité troublante. Son visage, marqué par le temps, n'exprimait ni désespoir ni colère. Juste une immobilité résolue, comme s'il acceptait le poids de la vie qu'il avait menée jusque-là. De l'autre côté des barreaux, un des gardiens la regardait, intrigué. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais rien demandé. Il n'a même pas essayé de se défendre. Pour beaucoup, cette posture était un mystère. Pour Aurora, c'était simplement la conséquence inévitable d'un passé qui refusait de rester enterré. La jeune femme traverse les couloirs de la prison à pas ferme, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Les murs gris et l'odeur de moisi la mettaient mal à l'aise, mais cela n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était la femme de l'autre côté de la vitre. Olivia était assise et regardait sa grand-mère de l'autre côté de la cloison transparente. La fatigue sur son visage âgé n'a pas effacé ses forces. Chaque ride racontait une histoire, et Olivia savait que sa grand-mère portait des secrets qui n'étaient jamais révélés. Elle essaya de comprendre. J'ai essayé de trouver une certaine logique dans le fait que cette femme, qui a consacré sa vie à l'éducation et à la justice, attendait désormais son exécution. La frustration grandissait en elle, mêlée à la peur. À ce moment-là, il avait l'impression qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre. Si sa grand-mère ne voulait pas ou ne pouvait pas parler, c'était à elle de découvrir la vérité. Le bureau était petit et désorganisé, avec des piles de documents recouvrant le bureau et des étagères surchargées de vieux dossiers. L'avocat a rapidement feuilleté des documents, rassemblant des informations pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé lors du procès. Les preuves étaient fragiles. L'empreinte digitale d'Aurora a été trouvée sur la tasse de thé de la victime, mais il n'y avait aucune preuve concrète qu'elle avait commis le crime. Le procès s'est cependant déroulé dans la précipitation, sans espace pour une défense adéquate. Marcos Estrella, le juge chargé du dossier, a assuré que la condamnation était rapide et définitive. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Toute l'affaire ressemblait à une pièce de théâtre répétée, chaque détail étant soigneusement manipulé pour qu'Aurora en assume la responsabilité. Si quelqu'un essayait de tirer les fils de cette intrigue, il verrait que bien d'autres choses se cachaient derrière la phrase. L'avocat savait que quelque chose n'allait pas, mais ses tentatives de faire appel ont été étouffées par l'appareil judiciaire. Le temps presse et les options de défense sont quasiment inexistantes. La nuit avançait quand Olivia se retrouva assise au milieu de piles de documents dans les archives du tribunal. La poussière montait des vieux papiers alors qu'elle tournait page après page, essayant de trouver quelque chose qui expliquerait pourquoi sa grand-mère avait été si arbitrairement condamnée. Les dossiers d'Isabela Montenegro ont révélé plus que ce à quoi elle s'attendait. Le vrai nom de la victime était Isabela Duarte, étudiante universitaire sous la dictature. Le lien était impossible à ignorer. Aurora avait été son professeur. Ce n'était pas une coïncidence. Plus Olivia enquêtait, plus il devenait clair qu'Isabela savait quelque chose avant de mourir. Quelque chose d'assez grand pour l'emmener à la mort. Et si Aurora était accusée à tort, le véritable tueur était toujours libre. La recherche de justice avait commencé. Le soleil était à peine levé lorsqu'Olivia franchit les portes de l'Université nationale. L'ancien bâtiment en briques rouges dégageait une grandeur historique, transportant avec lui des décennies de connaissances et de secrets enfouis. Le silence des couloirs n'était rompu que par le bruit de vos propres pas, qui résonnaient sur les murs patinés. Sa destination était les archives académiques, un espace négligé qui stockait des documents oubliés. La poussière recouvrait les étagères pleines de classeurs et l'odeur du vieux papier flottait dans l'air. Les mains tremblantes, elle feuilletait de vieux annuaires, passant devant des pages jaunies sur lesquelles étaient inscrits des visages du passé. Parmi tant d'images en noir et blanc, un portrait a retenu son attention. Un groupe d'étudiants a posé devant une fresque murale avec des phrases contestataires effacées par le temps. Au centre de la photo, Aurora Campos et Isabela Duarte se distinguaient. La légende ci-dessous était courte mais dévastatrice. Disparue en 1975. Jamais oubliée. Le lien entre sa grand-mère et la victime était indéniable. Si Isabela avait survécu et changé d'identité, qui d'autre dans ce groupe aurait pu subir le même sort? La réponse était cachée quelque part, et Olivia ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'elle la trouve. La bibliothèque universitaire était un refuge pour ceux qui cherchaient la connaissance, mais pour Olivia, à ce moment-là,
C'était un portail vers le passé. Parmi des étagères en bois antique, il a trouvé un enseignant à la retraite qui, des décennies auparavant, avait été témoin de la lutte des jeunes contre le régime oppressif. Le regard fatigué de l'homme se perdit un instant alors qu'il feuilletait un vieil album photo. Des images de manifestations, de réunions clandestines et de visages marqués par la jeunesse et la résistance défilaient sous les yeux attentifs d'Olivia. Les noms de ses élèves sont restés gravés dans la mémoire de l'enseignant, qui a gardé le souvenir d'une époque où lutter pour la vérité impliquait de mettre sa propre vie en danger. Parmi les archives, la confirmation qu'Aurora a aidé des jeunes persécutés par la dictature. Isabla Duarte était parmi eux. Sa disparition n'était pas un accident. Sa nouvelle identité était une évasion désespérée, une tentative d'effacer un passé qui ne l'a jamais quitté. Si Isabla cherchait quelque chose avant de mourir, cela signifiait que, même après tant d'années, le danger n'était pas encore écarté. Le café près de l'université était un refuge temporaire pour Olivia, qui tenait fermement le petit cahier vieilli. Les pages étaient usées, l'encre pâlie, mais les paroles d'Isabla Montenegro restaient enregistrées, comme un cri silencieux venant du passé. Les notes étaient désordonnées, pleines de gribouillages et de dates, mais il y avait un motif caché entre les phrases. Certains mots étaient répétés, des noms apparaissaient sans contexte apparent et des passages entiers étaient largement barrés. Entre les pages, un nom apparaissait plus d'une fois, Marcos Estrella. Le juge responsable de la condamnation d'Aurora n'était pas seulement un magistrat influent. Il faisait partie de cette histoire bien avant le procès. Dans les écrits d'Isabla, il y avait un avertissement silencieux. Elle savait qu'elle était surveillée, que découvrir la vérité signifiait signer sa propre phrase. Son dernier message ressemblait à un adieu anticipé. La vérité était trop proche. Et cela lui avait coûté la vie. Dans la cellule froide et sombre, Aurora s'est réveillée d'un sommeil agité. La sueur coulait sur son front, tandis que son esprit la transportait vers un passé qui ne l'avait jamais quittée. L'odeur de la nuit humide, le bruit sur des portes cassées et les cris perçant le silence résonnaient dans sa mémoire. Elle a vu des visages désespérés, des jeunes qui couraient dans l'ombre, essayant d'échapper à un sort que beaucoup considéraient déjà comme inévitable. Parmi eux, Isabla tenait un papier, les yeux écarquillés de peur. Le moment décisif est revenu avec une force écrasante. La décision de cacher des secrets qui pourraient sauver des vies lui a coûté plus cher qu'il ne l'imaginait. Allongée dans la cellule froide, son corps fragile frissonnait. Le temps presse et elle sait qu'Olivia est trop proche de la vérité. Le danger n'a jamais été aussi proche. Le vent froid soufflait sur le visage d'Olivia alors qu'elle traversait les rues grises en direction de la bibliothèque du palais de justice. La révélation du journal d'Isabla pesait encore sur son esprit, et le nom de Marcos Estrella semblait résonner comme un avertissement constant. Il n'était pas seulement le juge qui a condamné Aurora, mais un homme impliqué dans les secrets les plus sombres du passé. La bibliothèque était silencieuse, avec des étagères qui semblaient perdues dans l'obscurité. Olivia se dirigea vers les dossiers historiques du procès et en sortit un lourd tiroir en métal. Les documents étaient classés par date, chacun portant des traces de vie modifiées par le système judiciaire. Elle feuilleta des papiers jaunis jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Le nom de Marcos Estrella est apparu dans plusieurs procès, tous liés à des cas controversés impliquant d'anciens membres de la résistance contre la dictature. Le schéma était sans équivoque. Tout le monde a été rapidement condamné, sans possibilité de défense adéquate. Marcos n'était pas seulement un juge strict. Il était un exécutant des peines, veillant à ce que certaines vérités ne soient jamais révélées. Le poids de cette découverte serra la poitrine d'Olivia. La condamnation de sa grand-mère n'était pas une erreur. C'était un ordre. Le cas de sa grand-mère n'était qu'un exemple parmi un vaste projet. Le soleil commençait déjà à se coucher lorsqu'Olivia s'arrêta devant un immeuble en ruine du centre-ville. L'adresse lui avait été donnée par un ancien contact, et elle savait qu'elle y trouverait quelqu'un qui pourrait lui apporter davantage de précision sur le traitement du cas d'Aurora. Le détective à la retraite Ricardo Ferraz vivait isolé, entouré de piles de documents et de bouteilles vides. Son bureau sentait le moisi et les lourds rideaux empêchaient la lumière du jour de pénétrer. Olivia n'avait pas besoin de dire grand-chose. Le nom de Marcos Estrella a suffi à le faire gémir et à récupérer un dossier oublié au fond d'un tiroir. Les rapports étaient anciens mais révélateurs. Ferraz avait enquêté sur un cas similaire des années auparavant. Des gens accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis, des peines accélérées, de fausses preuves. Le schéma était clair. Parmi les papiers, il y avait quelque chose qui faisait retenir son souffle à Olivia, le rapport d'autopsie d'Isabla Montenegro. Le document original indiquait une blessure incompatible avec la version présentée au tribunal. Isabla n'avait pas été tuée comme il l'avait rapporté. La cause réelle de sa mort avait changé. Tout était mis en place pour qu'Aurora en assume la responsabilité. Le regard fatigué de Ferraz rencontra celui d'Olivia,
Et elle réalisa que cet homme, malgré sa défaite au fil des années, portait toujours le poids des injustices dont il avait été témoin. L'aube tombait sur la ville quand Olivia rentra chez elle, étalant tout ce qu'elle avait ramassé sur la table. Coupures de journaux, documents, photographies. Les pièces du puzzle étaient là, mais il manquait encore le lien définitif. Elle rouvrit le journal d'Isabla, relisant attentivement chaque mot. Parmi des notes confuses, il trouva une phrase qui était passée inaperçue auparavant. Astérisque, il pense que son passé est enterré. Mais un nom peut tout faire remonter à la surface. Astérisque. Le nom de Marcos Estrella. Olivia revint aux piles de documents, avec désormais un objectif clair. Le lien entre lui et Isabla était plus profond qu'un simple jugement. Quelque chose les connectait avant cela. Finalement, il a trouvé ce qu'il cherchait. Une vieille photo en noir et blanc, tirée des archives universitaires. Parmi un groupe de jeunes, il y avait Isabla, à côté d'un garçon qui, à l'époque, semblait insignifiant. Mais maintenant, Olivia reconnaissait ses traits. C'était Marcos Estrella. Il n'était pas seulement un juge manipulateur. Il faisait partie de l'histoire même qu'il essayait de cacher. Il était presque 3 heures du matin lorsqu'Olivia arriva à l'entrepôt abandonné. L'endroit était humide et sombre, et la poussière se répandait dans l'air à chaque pas. Elle tenait une lampe de poche, suivant la description d'une note anonyme qu'elle avait reçue quelques heures plus tôt. Parmi les vieux cartons et les meubles recouverts de draps sales, il trouva un classeur en métal rouillé. Avec un effort, il réussit à ouvrir le tiroir coincé, révélant un ensemble de vieux dossiers. Les noms répertoriés étaient ceux de jeunes disparus pendant la dictature. Des gens qui avaient disparu sans laisser de traces. Mais certains de ces noms avaient quelque chose en commun, des identités modifiées. Parmi les rôles, un nom s'est démarqué. Astérisque astérisque Marcos Estrella, astérisque astérisque. Le juge qui a condamné Aurora était en fait l'un des jeunes portés disparus. Son passé avait été effacé et réécrit. Ce n'était pas seulement un homme influent. Il était l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Et maintenant, Olivia en savait trop. Elle ferma les yeux un instant, essayant de tout comprendre. Mais avant qu'il ait pu réagir, un bruit résonna dans l'obscurité de l'entrepôt. Quelqu'un était là. Et je ne voulais pas qu'elle s'en sorte vivante avec cette information. La ville dormait encore quand Olivia rentra chez elle, sentant le poids de ses récentes découvertes lui écraser les épaules. L'entrepôt abandonné, les documents oubliés, la vérité sur Marcos Estrella, tout indiquait quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Mais il manquait une pièce. La liste des fausses identités montrait que Marcos n'était pas celui qu'il prétendait être, mais parmi les noms modifiés, il y en avait un autre qui la faisait frissonner. Astérisque astérisque Miguel Navarro. Astérisque astérisque un nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, mais qui lui semblait familier. Elle a passé des heures à fouiller dans d'anciens dossiers, à croiser des informations, jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier enfoui dans les archives de la dictature. Miguel Navarro était l'un des hommes politiques disparus de l'époque, présumé mort. Mais à côté de son dossier, un détail la faisait reprendre son souffle. La date de sa disparition coïncidait avec sa naissance. Son cœur s'accéléra. Elle relut le nom plusieurs fois, essayant de se débarrasser de la pensée qui commençait à se former. Si ta mère ne parlait jamais de ton père, si ta grand-mère évitait toujours le sujet, alors, son père n'était pas mort. Il avait été effacé. Et maintenant, elle devait découvrir où il se trouvait. L'adresse était inscrite sur un vieux morceau de papier, laissé à l'intérieur des documents de l'entrepôt. Olivia hésita un instant avant de décider de suivre l'exemple. L'emplacement était un autre entrepôt, mais contrairement au précédent, celui-ci semblait toujours utilisé. L'odeur de la rouille et de l'huile imprégnait l'air. Des piles de caisses en bois étaient disposées dans des couloirs étroits, formant des labyrinthes sombres. Olivia marchait prudemment, sentant le poids du silence autour d'elle. Elle trouva une pièce au fond, une porte métallique entr'ouverte, où dossiers et dossiers étaient disposés sur une table. Les documents étaient plus récents que ceux qu'il avait trouvés auparavant, et parmi eux figuraient des documents détaillés sur les adoptions forcées pendant la dictature. Les pages montraient des photographies anciennes et des comparaisons avec des images actuelles. L'une des photos a glacé le sang d'Olivia. C'était une image de 2 nouveau-nés. La légende disait « Astérisque astérisque, jumeaux séparés pour protection. Astérisque astérisque ». Les noms à côté confirmaient ses soupçons. L'un d'eux était astérisque astérisque Miguel Navarro astérisque astérisque. L'autre, astérisque astérisque Marcos Estrella astérisque astérisque. Le juge qui a condamné sa grand-mère était le frère jumeau de son père. L'impact de la révélation l'a ébranlé. Marcos Estrella a grandi au sein de l'élite au service de la dictature, tandis que Miguel a été effacé de l'histoire.
L'un d'eux est devenu juge, défenseur du système. L'autre a disparu, condamné à l'oubli. Mais Miguel était toujours en vie. La question était désormais « où ?» Chaque élément découvert par Olivia semblait la conduire à un autre encore plus inquiétant. Son esprit tournait alors qu'il retournait en prison, déterminé à obtenir des réponses. Une seule personne pouvait connaître la vérité, sa grand-mère. Mais lorsqu'il arriva au pénitencier, quelque chose d'étrange se produisit. Un gardien, qui lui avait toujours paru indifférent, la prit discrètement à part. Son visage était partiellement couvert par sa casquette d'uniforme, mais quelque chose en lui la faisait hésiter. Il y avait quelque chose de familier dans sa posture, dans la façon dont il la regardait, comme s'il la connaissait depuis longtemps. L'homme lui tendit une enveloppe pliée, et sans rien dire, s'éloigna dans le couloir. Olivia ouvrit rapidement le journal. À l'intérieur, il y avait juste une phrase courte et directe. Astérisque astérisque, la vérité est dans la cellule 23. Astérisque astérisque. Son estomac tomba. Elle se retourna, mais le garde était déjà parti. Il hésita un instant. Mais ensuite, il inspira et se dirigea vers le pâté de maison où se trouvait Aurora. Le couloir en béton était encore plus froid qu'avant. Lorsqu'il a dépassé la cellule 23, il s'est arrêté brusquement. Là, assis dans l'obscurité, se trouvait le même garde qui lui avait remis le message. Mais maintenant, sans la casquette, Olivia pouvait voir clairement son visage. Et il en reconnut les traits. L'homme devant elle était Miguel Navarro. Ton père. Le choc de sa découverte résonnait encore en elle lorsqu'elle reçut la nouvelle qui la fit courir désespérément dans les couloirs de la prison. L'exécution d'Aurora avait été avancée. L'annonce est venue du juge Marcos Estrella lui-même, qui avait signé l'ordonnance quelques heures auparavant. La justification était simple. En raison de la pression médiatique sur l'affaire, la justice ne pouvait se permettre de retard. Mais Olivia connaissait la vérité. Marcos comblait toutes les failles, effaçant toute chance que la vérité éclate. Aurora n'était pas qu'une prisonnière ordinaire. Elle était la dernière pièce d'un puzzle qui pourrait faire tomber tout le système qu'il avait contribué à protéger. La nuit tomba rapidement, apportant avec elle un sentiment d'urgence étouffant. Olivia savait qu'elle avait peu de temps. Je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle courut au salon, où Miguel était maintenant assis devant elle, les yeux fatigués mais alertes. La vérité était là, à sa portée. Mais la plus grande question maintenant était « Comment sauver Aurora avant qu'il ne soit trop tard ?» L'air était épais lorsqu'Olivia sortit de la prison. Le vent froid semblait lui couper la peau, mais ce qui la tourmentait vraiment, c'était l'urgence de la situation. Les jours d'Aurora étaient comptés et Marcos Estrella, plus que jamais, était prêt à effacer toute trace du passé qui pourrait compromettre sa position. La nuit, la ville était différente. Les lampadaires projetaient des ombres déformées sur les rues désertes, et chaque pas résonnait avec une lourdeur inquiétante. Olivia avait l'impression d'être observée. Elle resserra ses épaules autour de son corps, essayant de repousser l'inconfort. Puis il a remarqué. Une voiture noire garée de l'autre côté de la rue, phares éteints. Il ne bougeait pas, mais sa simple présence suffisait à la rendre agitée. Il marcha rapidement, tournant au coin et se mêlant aux quelques piétons qui marchaient encore. Mais la voiture a continué. Un avertissement. Un rappel que votre enquête n'est pas passée inaperçue. Elle accéléra le pas jusqu'à atteindre l'immeuble de Ricardo Ferraz. L'ancien détective était l'un des rares alliés restants. Il monta rapidement les escaliers et frappa bruyamment à la porte. Ferraz l'ouvrit, ses yeux enfoncés témoignant de fatigue et d'appréhension. Olivia n'avait pas besoin d'expliquer. Il regarda par-dessus son épaule et comprit immédiatement. Il n'avait pas beaucoup de temps. La table de l'appartement de Ferraz était couverte de documents épars, de vieux rapports, de photographies décolorées. Parmi les papiers, un détail ressortait. Une enveloppe scellée, avec un nom écrit d'une écriture précipitée. Astérisque astérisque Isabla Montenegro, astérisque astérisque. C'était la dernière chose qu'Isabla avait laissée avant d'être assassinée. Un dossier contenant des preuves qui pourraient incriminer Marcos Estrella et tout le réseau qu'il tentait de protéger. Olivia ouvrit soigneusement l'enveloppe et en sortit les pages jaunies. Les notes étaient détaillées, pleines de références à des noms et à des lieux. Mais ce qui a vraiment retenu son attention, c'est une seule photographie jointe à l'un des documents. Marcos Estrella, encore jeune, aux côtés d'un groupe de responsables de la dictature. La légende disait tout. Astérisque astérisque, réunion secrète, 1977. Astérisque astérisque. Preuve qu'il était impliqué depuis le début. Il n'était pas seulement un juge impitoyable. Il faisait respecter le système bien avant de devenir magistrat. Olivia se leva brusquement. Je devais rendre cela public. Mais comment? Si elle essayait de le faire connaître par elle-même,
Elle serait réduite au silence avant même d'avoir réussi à le faire. Ferraz, de l'autre côté de la pièce, semblait déjà savoir ce qui allait suivre. Il décrocha un téléphone et commença à composer un numéro. Ils auraient besoin de renfort. Les rues étaient désertes lorsqu'Olivia quitta l'immeuble. Elle tenait fermement l'enveloppe, comme si sa vie dépendait de ses pages. Parce que ça dépendait. Elle savait qu'ils étaient trop proches de la vérité. La voiture noire d'avant n'était plus garée au coin. Mais elle avait l'impression qu'elle n'était pas seule. Il suivait le trottoir, le pas pressé, le cœur battant. L'adrénaline coulait dans ses veines. Donc un geste. Avant qu'elle ne puisse réagir, une force brutale la frappa par derrière. L'impact a été si soudain que l'air a été expulsé de ses poumons. Elle tomba au sol, des documents éparpillés autour d'elle. Un deuxième coup fut porté avant qu'il puisse se défendre. Une silhouette noire, un homme au visage couvert, tenait un objet métallique. Un tuyau. Le bruit du métal contre le béton était assourdissant. Son corps lui faisait mal, sa vision était floue. Mais au milieu de la douleur, la colère grandit. Je ne pouvais pas tomber là. Pas quand il était si proche. Elle roula sur le côté avant le coup suivant et, sur un coup de tête, donna un coup de pied à son agresseur avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Il chancela un instant, suffisamment pour qu'elle attrape les papiers et s'enfuit. Sa seule chance était de survivre assez longtemps pour faire éclater la vérité. Le siège du journal le plus influent de la ville se trouvait à quelques pâtés de maison. C'était là qu'Olivia courait à présent, son corps endolori et son cœur battant la chamade. Chaque seconde comptait. Elle entra dans le bâtiment en poussant fort les portes vitrées, ignorant les regards curieux des quelques employés qui étaient encore là. Il est allé directement à la salle de rédaction. La rédactrice en chef était assise à son bureau lorsqu'elle laissa tomber l'enveloppe devant lui. Il leva les yeux, surpris, mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit, Olivia parla, d'une voix ferme malgré sa fatigue. « Vous devez publier ceci. Maintenant. » L'homme feuilletait les pages, ses yeux s'écarquillant à chaque nouvelle découverte. La preuve était indéniable. Mais avant qu'il puisse répondre, une forte détonation retentit à l'extérieur du bâtiment. Les voitures approchaient. Ce n'étaient pas des policiers ordinaires. C'étaient des hommes venus veiller à ce que cette information ne soit jamais divulguée. Olivia regarda l'éditeur une dernière fois. Le temps était compté. Le siège du journal était en état d'alerte. Des voitures ont encerclé le bâtiment et les agents sont sortis précipitamment de leur voiture, mais Olivia n'a pas reculé. Elle savait que c'était le moment décisif. Le dossier contenant les preuves contre Marcos Estrella était entre les mains du rédacteur en chef, et s'il pouvait gagner du temps, le contenu serait publié. Pendant ce temps, Marcos observait tout du haut de son luxueux bureau, les doigts appuyés contre le bois poli de son bureau. Son téléphone a sonné et la voix de l'homme à l'autre bout du fil n'a pas apporté de bonnes nouvelles. L'exécution a été suspendue. Le dossier a été rouvert. Nous ne pouvons plus tenir ça. Il ferma les yeux, la frustration se lisant sur son visage. Des décennies de pouvoir, de contrôle absolu, lui échappaient entre les doigts. Son nom faisait la une des journaux, sa réputation détruite. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Mais il avait quand même un plan. Il en sortit une enveloppe qu'il avait gardée cachée pendant des années, pleine d'argent et de faux documents. Il ne serait pas attrapé. Il a rapidement quitté le bâtiment pour monter dans une voiture aux vitres teintées. Son intention était de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais Olivia savait déjà qu'il tenterait de s'échapper. Elle courut vers Ferraz, qui était déjà en contact avec un groupe d'enquêteurs fédéraux. Ils avaient accès à tous les mouvements de Marcos. Son jet privé était prêt à décoller sur une piste privée en périphérie de la ville. Il n'y avait pas de temps à perdre. En prison, Aurora était encore menottée lorsque les gardiens reçurent l'ordre de tout arrêter. L'exécution a été annulée et elle a été retirée de la cellule de mort. Le silence dans le pénitencier était presque palpable. Miguel Navarro, toujours vêtu de son uniforme de garde, inspira profondément. On ne l'a pas vu là-bas pendant longtemps. Sa fausse identité ne durerait plus. Mais rien d'autre n'avait d'importance. Aurore était vivante. Dehors, une foule s'est rassemblée, brandissant des pancartes et criant le nom d'Aurora Campos. L'affaire a pris des proportions nationales et la population réclame justice. Aurora, toujours secouée, a été emmenée dans une pièce où ses menottes ont finalement été retirées. Elle regarda les gardes autour d'elle, reconnaissant que beaucoup n'étaient là qu'en suivant les ordres. Mais la vraie justice ne serait pas rendue là-bas. Cela serait fait lorsque Marcos Estrella serait derrière les barreaux. La voiture de Marcos Estrella circulait sur les routes secondaires, fuyant la ville. Le téléphone sonna à nouveau. Les procureurs ont émis un mandat d'arrêt contre votre arrestation. C'est dans tous les journaux.
Il ferma les yeux un instant, retenant sa colère. Ils ne m'attraperont jamais. Mais il s'est trompé. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport privé, il a trouvé la piste clôturée. Des véhicules fédéraux bloquaient le passage et des agents armés étaient positionnés à tous les points de sortie. Pendant un instant, il songea à battre en retraite. Mais avant de pouvoir réagir, il aperçut Olivia sortir d'une des voitures, à côté de Ricardo Ferraz. Elle s'approcha lentement, observant l'homme qui avait failli détruire sa famille. Il n'avait plus l'air aussi imposant. L'air de supériorité avait cédé la place au désespoir. Des agents fédéraux arrivaient de toutes parts, s'armant pour empêcher toute tentative d'évasion. « Marcos Estrella », a annoncé l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, assassinat et manipulation du système judiciaire. » Le juge a encore essayé d'argumenter, mais il n'y avait aucune issue. Des menottes ont été placées sur ses poignets et il a été poussé dans une voiture de police. Son empire était terminé. La maison d'Aurora n'a jamais été aussi pleine. Amis, journalistes et anciens élèves sont venus lui rendre hommage. Elle, Miguel et Olivia étaient assis sur le porche, observant le mouvement dans le jardin. Aurora tenait la main de son fils, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il était là. Des décennies leur avaient été volées, mais maintenant ils étaient de nouveau ensemble. Olivia les regarda tous les deux, sachant que leur combat ne s'arrêtait pas là. La justice ne se fait pas simplement en arrêtant un homme. Il restait encore des histoires enfouies, des noms oubliés, des victimes qui n'avaient jamais eu de voix. Mais pour l'instant, elle s'autorisa à respirer. Pour la première fois, sa grand-mère était libre. Son père était vivant. Et la vérité avait finalement gagné. Pour regarder la prochaine histoire captivante, clique sur la vidéo à l'écran. On se retrouve là-bas.